avec Louis Bachou. Donc, Louis est président de l'association Espace Romain d'Afrique. Il est architecte urbaniste et il est aussi expert des sujets de croissance verte. Et donc, il va nous parler. Alors, peut-être, Louis, tu veux peut-être compléter cette présentation. Et vas-y, the floor is yours, comme on dit en anglais. D'abord, excusez-moi de me présenter, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, avec mon Duffelcoat, parce que je viens de subir 2 jours de tempête. Je suis en Picardie, mais j'ai grandi en grande partie en Afrique et j'ai travaillé à peu près partout en Afrique. Il me semble chaque fois que l'on parle de l'Afrique qu'on ne dessine pas correctement l'Afrique. Si je vous disais aujourd'hui que le Nigeria a un âge médian de 15 ans, vous comprendriez que nous ne pouvons pas regarder avec des yeux occidentaux l'Afrique. Il faut que nous changions notre regard. Et pour le changer, il n'y a rien de mieux que l'écologie et l'écosystème. Exemple, l'Afrique a une superficie de 30 millions et quelques de kilomètres carrés. L'Europe n'a que 4 millions, 7 fois plus petite. Il faut toujours que les gens comprennent que nous ne sommes pas identiques quand il y a des densités différentes, quand il y a des lieux qui sont différents, des espaces, des terroirs, des territoires qui sont différents. La population en Afrique est de 1 million actuellement, 1 milliard 350 millions, j'arrondis, et actuellement en Europe 445 millions. Le nombre de pays est le même, ou à peu près, nous sommes 55 pays en Afrique et il y a 50 pays en Europe, dont 28 dans l'Union européenne. Ces visions sont très simples. Cela veut dire que, je prends un autre exemple, un Africain sur 2 est urbain et 7,5 Européens est urbain. Donc, ce n'est pas la même chose. Et si nous continuons comme ça, nous voyons que la densité de population la plus grande, c'est dans l'île Maurice avec 618 habitants. Et si je vous dis qu'en Europe, c'est Monaco avec 15 000 habitants au kilomètre carré, vous comprenez que nous ne devons plus avoir le même regard. Et de la même façon, l'âge médian à Maurice est 35 ans, alors que la moyenne d'âge est de moins de 20 ans sur toute l'Afrique. Cela montre bien, premièrement, que Maurice, qui est un des lieux, une population de 1,7 million, est un des lieux de l'Afrique qui est le plus riche, eh bien, on voit que quand on est riche, on fait moins d'enfants et on vit plus vieux. Et donc, l'âge médian, je vous rappelle ce qu'est l'âge médian, c'est l'âge qui partage la population en 2. Il y en a autant au-dessus qu'au-dessous, c'est-à-dire 50% au-dessus, 50% au-dessous. Et quand je vous dirai que l'âge médian du Rwanda, c'est 19 ans, quand je vous dirai que l'âge médian du Burundi, c'est pas très grave encore, 11 millions d'habitants, 7,6 ans, et quand je vous dirai que l'âge moyen du Nigeria, c'est environ 15 ans, pour 49% de la population, c'est 15 ans, vous comprenez bien que nos visions économiques ne peuvent pas s'appliquer de la même façon. Il y a donc nécessité de faire des comparaisons et des comparaisons qui nous permettent de dire qu'il faut maintenant partager l'Afrique en écosystèmes. Qu'est-ce qu'un écosystème? Eh bien, un écosystème, c'est un territoire qui vit de la même façon.
C'est ce qu'appelait Lévi-Strauss les cultures froides. C'est-à-dire, vous avez un territoire qui devient un écosystème, car cet écosystème permet de vivre de la même façon. Alors, à Lagos, on ne vit pas de la même façon, alors qu'on est au Nigeria, qu'à Owerri, dans le Biafra. Parce que dans le Biafra, j'ai une densité de population qui est moindre que dans le Nigeria, même, et à Lagos, bien évidemment. Et je vois donc, et je vous donne quelques exemples, la Namibie à 2,7 km, habitants au kilomètre carré, excusez-moi, et pour 2 530 000 personnes. Nous, Monaco, nous avons 15 470 habitants au kilomètre carré. Le Saint-Siège, 2273. Malte, 1447. Je ne parlerai pas de la Hollande pour l'instant. Mais vous voyez donc que nous avons des différences considérables et qu'il est nécessaire de définir des priorités. Par exemple, pour le Nigeria, avant de parler d'économie, il faut parler de formation. Et c'est bien évident. Et cette formation doit être extrêmement rapide, immédiate, car ces enfants, 49% de moins de 15 ans, vous voyez que nous avons 120 millions environ d'habitants de moins de 15 ans, il faut, les nourrir, mais il faut les former, car ils vont être ensuite des adultes et ils vont ensuite définir la politique de leur pays. Nous sommes, en plus, avec des divergences qui sont assez considérables entre les pays, par exemple la Namibie que j'avais prise, et puis le Nigeria. Le PIB n'est pas du tout le même. Par exemple, aux Seychelles, on gagne 15 000 $ en moyenne an. Au Nigeria, c'est 2 400. Et en Afrique du Sud, c'est 5 000. Or, je vous rappelle qu'en Europe, nous avons un pouvoir d'achat, un PIB par habitant de 35 000 $ environ. Pour la France, c'est environ 30 000. Et les moins riches sont les Grecs et les Croates, vous le savez, aux environs de 18 000. Donc, ces constats sont extrêmement importants. L'Afrique est terriblement jeune, plus de 2 fois par rapport à l'Europe. L'Afrique est 7 fois plus étendue que l'Europe. Et nous avons et elle n'est que 3 fois plus peuplée, c'est-à-dire que vous avez une densité de population qui est extrêmement faible. L'Ouganda et le Niger, qui sont les plus jeunes, 49% des habitants ont moins de 45 ans, la densité est d'environ 5 habitants au kilomètre carré sur l'ensemble du territoire. Donc, on ne peut pas parler de la même chose pour chacun des pays. Donc, je vous propose de voir l'Afrique en dessinant des écosystèmes. Chaque écosystème a sa propre identité. Et en partant de chacun de ces écosystèmes, il faut appliquer un partenariat qui ne soit pas le même. Par exemple, partenariat de la formation au Nigeria, c'est bien évident. Il faut commencer par la formation parce que nous allons avoir sur le marché du travail des gens qui doivent apprendre à se considérer, à se comporter comme des adultes et non pas comme des enfants abandonnés et un peu massacrés pendant toute leur adolescence. Donc, quelles sont ces stratégies que nous avons à apprendre? C'est, premier constat, éviter donc les erreurs que nous faisons habituellement, c'est-à-dire que nous prenons les frontières de chacun des pays
comme étant des frontières inamovibles. Eh bien, elles n'existent pas dans les cultures. Elles n'existent pas dans les cultures. Il y a très peu de différence entre le Cotentin et Brest. Et j'ai très peu de différence en Picardie où je suis avec l'Île-de-France et j'en ai beaucoup plus avec les Ardennes. C'est bien évident qu'il ne faut pas traiter de la même façon et pourtant je suis dans le même département. C'est une grande erreur. Le dessin des frontières a été fait en fonction d'un électorat, en fonction d'une vision qui est une vision essentiellement de pouvoir et économique, et on ne doit pas continuer comme ça. Cet écosystème vous permet de définir toute l'Afrique, non plus en nation, mais en histoire des populations. Et chaque écosystème définit les nécessités de la population. Apporter à la jeunesse de la population, naturellement, une formation considérable, et nous avons à créer ces fameuses écoles, ces universités de la terre et de l'eau qui sont celles de la future Afrique. Ce que j'envisage actuellement sur Ouessane, c'est finalement, par exemple à Ouessane, c'est de la montagne, mais j'ai énormément d'eau. Et là, il faut à la fois gérer l'eau pour les autres départements, les autres territoires, les autres terroirs qui sont autour, et en même temps, j'ai une phytothérapie considérable à créer. Donc, formation professionnelle avec en apprentissage des spécificités locales et formation à distance est nécessaire des maîtres et des maîtresses. Bien évidemment, je dis bien à distance, puisque vous le savez comme moi, l'Afrique dépasse les 50% de la population avec un téléphone mobile. À l'agriculture locale, il faut aussi introduire l'agriculture circulaire, c'est-à-dire permaculture et aquaponie, toilettes sèches, qui sont l'évidence. C'est-à-dire que toute création, je vous rappelle ce que j'ai dit au début, il y a moins d'urbains, beaucoup moins d'urbains qu'en Europe. Toutes les villes, tous les villages qui vont être construits, il faut leur mettre les 4 autonomies qui sont absolument nécessaires, l'alimentaire, l'énergie, que nous pouvons le faire avec le photovoltaïque, la biomasse, avec l'énergie hydraulique, car on peut faire de l'énergie hydraulique comme on faisait autrefois les moulins à côté des rivières. Et nous avons en plus la géothermie dans le pays. Nous avons un continent actuellement qui consomme le moins d'électricité. En 2018, la consommation moyenne d'électricité par habitant était de 567 kW, soit par rapport à la France, vous avez une consommation en France d'environ 3260 par habitant. Donc, 7400, excusez-moi, par habitant. Donc, cela montre que nous avons toute possibilité de rendre aujourd'hui autonome chacun des hameaux, chacun des villages, chacun des terroirs, suivant premièrement l'énergie, deuxièmement l'alimentaire par la permaculture et l'aquaponie, troisièmement l'éducation et la formation, et quatrièmement, bien évidemment, la santé. Et pourquoi la santé peut être travaillée très facilement en distanciel? Nous avons la possibilité pour une prévention permanente de travailler en distanciel. Il faut donc créer ces ensembles qui, je tiens à le dire, demanderont un sacré apprentissage de partenariat, mais qui nous permettront aussi d'apporter sur l'Europe et sur l'Asie les mêmes façons d'appréhender les choses, c'est-à-dire de terroir à terroir et non pas de nation à nation, ce qui est une règle qui est, à mon sens, une règle obsolète aujourd'hui. Quelques applications. Le but des applications est de permettre aux deux partenaires de trouver chacun leurs bénéfices.
Les recherches sont très longues et très coûteuses en Europe, vous le savez. Je travaille avec Wallup, par exemple, et vous savez bien que Wallup essaye de faire des briques en terre crue et chanvre, et ça va demander 30 ans pour avoir les brevets et que tout ça soit accepté suivant les normes européennes. On peut aller beaucoup plus vite et je l'ai envisagé au Mali. Alors, on attend naturellement que les problèmes franco-maliens cessent. Donc, construction durable avec isolation thermique, avec terre crue et chanvre, chaud et chanvre, phytoépuration, lagunage, composteur, toilettes sèches, infrastructures solaires, autobahn solaire. Vous savez que l'autobahn solaire marche bien maintenant. Eau potable solaire, désalinisation solaire. Puisqu'ils ont besoin d'électricité, faisons des ensembles autonomes, toujours autonomes. Barrages électriques, turbines pour particuliers, pour rivières, fermes solaires pour distribuer l'électricité dans toute l'Afrique, et phytothérapie, université de l'eau et de la terre, université des terres arables. Il faut que nous envisagions d'être beaucoup plus près de la densité de population, beaucoup plus près des rivages. Pourquoi l'Afrique, jusqu'à présent, n'a pas eu une expansion aussi grande? Tout simplement, elle a moins de rivages déjà que l'Europe, alors qu'elle est 7 fois plus nombreuse, et de plus, elle est avec un continent massif qui empêche la pénétration. Et ces fleuves et rivières sont avec des chutes d'eau très souvent et des cascades qui sont difficiles à maîtriser. Donc, oui, en préparant hier notre intervention, on parlait de biomasse. Est-ce que là, tu as en tête une application concrète, je dirais, autour de la biomasse? Oui, fabriquer l'électricité au travers du méthane et des turbines à gaz. Donc, moi, je suis en Picardie. Et en quoi c'est une bonne idée, en fait, ça, notamment parce que quand vous avez des forêts, vous recyclez tout simplement les déchets du terroir. Je suis en Picardie, je suis en bout de la forêt de Retz. À mes côtés, j'ai un fermier. Il a à la fois de ses cochons, de ses bêtes, il a un excellent terreau et en même temps, il a du bois à côté, une biomasse et il fabrique du méthane et avec le méthane, il fournit tout le hameau en électricité. Et en plus, il vient de créer une zone d'eau pour faire de l'aquaponie et ça lui permettra, grâce à l'aquaponie, de traiter aussi les déjections de ces porcs, de ces bêtes et donner à nourrir aux poissons et les restes du poisson permettent de créer des nouvelles zones de culture et d'agriculture. C'est ce que nous avions envisagé sur Ouessant, d'ailleurs, autour du lac. Est-ce que je peux répondre à des questions? Ce que je voudrais faire là, peut-être, parce que le temps avance, ce que je voudrais, c'est te proposer de conclure là ton intervention avec un ou deux messages clés, je dirais, par rapport à la mise en œuvre, je dirais, de la croissance verte en coopération avec l'Afrique. Mais les messages clés, je les ai répétés tout le long de l'intervention. Premièrement, dessiner un pays en écosystème. C'est la première des choses. Il est évident que dans mon hameau, le problème de l'alimentaire n'est pas posé puisque nous sommes 77 avec une densité sur la commune de 29 personnes au kilomètre carré.
chacun a des jardins. Nous avons tout ce qu'il nous faut sur le plan maraîcher. Nous n'avons pas de problème de nourriture, même en cas de crise. Chacun commence à avoir des poulets d'ailleurs. Donc on voit qu'il faut construire les écosystèmes de façon indépendante, c'est-à-dire, premièrement, l'alimentaire, deuxièmement, l'énergie, troisièmement, la santé, quatrièmement, l'éducation. Et toujours en fonction des spécificités de l'écosystème. Voilà les 4 raisons. Alors, quand vous avez de l'eau, vous ajoutez la 5e, qui est l'eau qui va vous permettre de faire un troc avec l'écosystème d'à côté. Car c'est ce que nous envisageons sur Ouessane en pénétrant vers les monts qui sont du Moyen Atlas. Voilà. Je te remercie, Louis. On aura, si tu veux bien, l'occasion de revenir sur ces sujets dans la séance questions-réponses. Juste